J'ai aussi un avertissement. Cette session, cette réunion est en train d'être enregistrée. Je voulais vous prévenir et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je vais donc présenter les sujets dont nous allons parler avant de présenter les orateurs. Je vais le faire en espagnol pour être plus agile. Alors, comme je disais, il y a un aspect important pour la présentation de cette table ronde et en général, lorsqu'on parle de politique et de durabilité dans le cadre international, il peut y avoir une approximation binaire, duale, où d'un côté les États et les cités d'un autre sont dans la discussion. Personne ne peut nier l'importance des cités et des États dans le développement des politiques durables. Comme on le sait, l'implication de tous les niveaux de gouvernement sont indispensables. Cependant, nous savons que dans la perspective territoriale concernant le développement durable est indispensable. Nous pensons qu'il y a des indicateurs, on sait que des indicateurs récents signalent ce chemin. L'OCDE a reconnu que 75% des objectifs de développement durable ne sont pas possibles sans la participation des gouvernements. Les agendas urbains sont l'instrument qui prétend localiser, situer les objectifs de développement dans un domaine physique en prenant compte des territoires. Et il y a aussi des symptômes en Europe, par exemple, où la dimension territoriale est de plus en plus importante. Les agendas territoriaux sont importants pour le développement économique, social et environnement durable. La charte de Leipzig reconnaît ces facteurs, cette dimension, d'où la dimension territoriale. On vient d'une époque, nous sommes dans une époque de crise, de pandémie où la COVID a laissé et laisse ses traces dans chacun des domaines et dans la société. Et je pense que nous pouvons obtenir des conclusions de la COVID. La gestion sanitaire a été une gestion décentralisée dans beaucoup de cas. C'est vrai que dans tous les niveaux de gouvernement, tout le monde a participé. Les décisions stratégiques ont été prises dans les gouvernements nationaux, mais la participation des gouvernements nationaux, dans cette optique plus territoriale, sont ceux qui ont exercé ces compétences dans la gestion sanitaire de la pandémie. D'un autre côté, les concentrations urbaines ont été des pôles de contamination, de contagion, où le virus a proliféré. Il y a un questionnement de cette COVID. Et finalement, la numérisation, le télétravail, la déconcentration du travail à partir de la crise pandémique a ouvert d'onglets pour les territoires, les régions, pour encourager l'innovation. Il y a une autre crise devant nous, il y a aussi la crise climatique et où les vecteurs territoriaux, les alliances et les partenariats entre différents acteurs
vont être indispensables. Pour aller vers la transition énergétique où la consommation du sol va être extraordinairement élevée par rapport aux modèles traditionnels de génération d'énergie qui sont beaucoup plus concentrés. Il y a des études en Catalogne qui ont démontré que 20% de l'énergie nécessaire sera faite avec des énergies renouvelables qui profitent des espaces ouverts, des espaces urbains. Cela veut dire que cela va être indispensable. Des aspects comme la décarbonisation de la mobilité dans des domaines urbains, périurbains, va être aussi un élément très important où la perspective, la dimension ne peut être strictement urbaine et où les territoires vont avoir une très grande importance aussi. Et des éléments de transition justes, des changements de modèles dérivés du changement climatique vont être très importants pour les nouveaux postes de travail. Les régions, les niveaux intermédiaires du gouvernement sont des niveaux avec de grandes capacités pour accomplir ces défis. Ils ont des capacités législatives. Ils peuvent créer des lois, ils peuvent planifier, ils ont des capacités budgétaires, ils disposent d'un budget pour cela et ils ont les connaissances, l'expertise sectorielle dans les domaines des différentes politiques. Ce sont des fournisseurs de cohérence et c'est le but de tous ces acteurs de chercher des domaines de cohérence, des domaines où les gouvernements locaux, les gouvernements, les régions, les États vont travailler de manière cohérente et tout en respectant la décentralisation. Nous avons beaucoup de défis donc face à nous. Comment encastrer tout cela? Comment fournir de cette cohérence? Comment établir des éléments utiles? Comment fournir des ressources à chacun des différents niveaux? Je voudrais organiser donc cette section en 3 parties où les interventions de chacun des orateurs sera de 4 minutes environ et on parlera des expériences, des instruments et des difficultés dans la deuxième partie et dans la troisième, les possibles défis. Alors, je voudrais donc passer au premier orateur. Je vais présenter le premier orateur qui sera le vice-gouverneur, Monsieur Émile Dardac. Bienvenue, le vice-gouverneur de Java de l'Est. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Il a étudié à l'université de New South Wales. C'est le docteur de l'Université Pacifique de l'Asie. Il a participé en 2018 dans l'initiative de leadership de l'Université de Harvard. Il est l'un des... Il s'est engagé dans ces plans. Est-ce que vous pouvez nous raconter sur votre participation à propos des alliances dans votre région? Merci. Merci, Marc. Et bonjour à tous, en particulier au président de ce forum que nous organisons et aussi aux représentants engagés. Je pense que les territoires que nous allons définir peuvent nous permettre de nous connecter et connecter les politiques centrales de chaque gouvernement dans un contexte global. La connaissance de chacun serait très importante quand nous parlerons de la récupération-rétablissement après la pandémie de la COVID-19. Notre gouvernement central travaille très durement pour obtenir les ressources nécessaires pour impulser l'économie
nos finances et les fonds nécessaires pour couvrir, pour résoudre les coûts, pour qu'en fait devient quelque chose qui ne peut plus continuer. C'est pour cela que nous devons prendre les mesures nécessaires qui nous donnent la résilience nécessaire pour contribuer avec nos communautés. Nous avons le gouvernement provincial de l'État et national et différentes mairies qui travaillent dans ceci. Et beaucoup d'entre elles sont particulièrement des mairies rurales, même si nous les appelons des villes. D'autres sont des métropoles, d'autres sont plus petites. Dans ma province, par exemple, Java, nous avons 4 millions d'habitants et 30 mairies différentes. Nous fournissons le 10e volume de revenus en Indonésie et dans le premier quart 2021, nous avons réduit cette brèche économique depuis le premier quart de l'année 2020 jusqu'à l'année 2021. C'est ce qui est un bon signe. Nous avons besoin de pouvoir avoir une certaine résilience de notre peuple et aussi obtenir de nouveaux financements de la part du marché. Tout ce financement que nous avons obtenu du gouvernement central est consacré à des dépenses directes, à 4 juridictions différentes. Et nous fournissons les fonds pour investir dans des écoles, infrastructures et d'autres, la santé. Ce qui s'est passé pendant la crise, c'est que, en fait, nous avons subi un retard en certains paiements. La disponibilité de fonds a augmenté et aussi depuis la Banque centrale, tout ce que nous pouvions administrer à partir de cela. La banque et donc aide le gouvernement central qui a aussi plus de dépenses et couvre les dépenses en provenance de la Banque centrale. Depuis le début de la pandémie, nous avons obtenu plusieurs paiements, fait plusieurs paiements pour aider les familles. Plus de 6 millions de familles avec de l'argent liquide pour les aider à couvrir leurs besoins alimentaires de base, les aider à vivre, au moins au point de vue des aliments. Et vers la fin de l'année, seuls peu de familles ont eu besoin de continuer avec ce bénéfice. Les secteurs les plus vulnérables de la population qui ont surmonté la partie la plus difficile de la crise, surtout les zones urbaines qui ont souffert beaucoup plus que les rurales par la crise. En fait, même le secteur rural a augmenté plus que le secteur urbain. Mais dans le cas des industries de fabrication, hospitalité, des services, transports en commun, ils ont tous souffert énormément pendant la pandémie qui a commencé en Indonésie au mois de mars. Et le résultat, beaucoup des employés de l'emploi urbain disponible a diminué, ce qui a augmenté le niveau de la pauvreté. Et beaucoup de ces personnes ont migré vers les zones rurales, ce qui a empiré la situation locale. Le gouvernement nous a donné la tâche de concevoir un plan économique pour nous assurer de pouvoir maintenir la stabilité de la situation de Java de l'Est. Nous fournissons des paiements, mais il est difficile que tout cela arrive à tout le monde. Le coût de la vie a augmenté, il y a davantage
de postes affectés par la crise par rapport à la zone rurale. Ils continuent à avoir le revenu de base. Ils continuent de travailler, les vendeurs de rue, mais beaucoup d'entre eux ont perdu presque tout leur revenu. Et 50% de leur revenu représente à peine une partie de ce que le gouvernement peut offrir. Nous aidons ces gens à travers ce que nous appelons un portefeuille virtuel. Ce que nous faisons, nous envoyons ces paiements à travers les cartes de débit qu'ils peuvent utiliser pour faire des achats dans différents magasins locaux. Ils peuvent contrôler le bilan de ce qu'ils ont dans leur compte. C'est un système très fiable. Le reste peut aussi fournir un certain appui pour les besoins alimentaires et ils peuvent eux-mêmes décider qui va faire les dépenses. En fait, le risque politique le plus grand en ce moment, c'est de pouvoir définir une formule qui nous aide à distribuer d'une façon équitative ces revenus et voir quelle mairie est la plus affectée que le reste. Et ainsi décider d'intervenir davantage dans une région par rapport à une autre, défendre la formule que nous utilisons pour attribuer ces fonds. Nous avons obtenu cette formule et nous l'utilisons. Mais le nombre spécifique de chacun de ces bénéficiaires sont décidés par chacun des maires. Et c'est comme ça que nous avons créé un système pour nous assurer qu'il n'y aura pas un double financement de chaque famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ça, il a tardé un peu plus de 4 minutes, mais je vous remercie. Vous avez parlé sur les outils. Tu es passé un peu à l'autre section, mais avant de présenter notre deuxième orateur, je voudrais donner la bienvenue à Emilia Sáenz, qui est de USL. Je regrette de ne pas t'avoir vu. C'est de ma faute. Je m'excuse. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose à nos orateurs, peut-être tout à l'heure? OK. Can you unmute? You are muted. Yes. No, I was saying I am thankful for the opportunity. Merci beaucoup pour l'occasion. Je voudrais simplement, je profite de ce débat. Ces visées sont critiques. Et avec les apprentissages de la pandémie, tout à l'heure, lorsque le débat commencera, je pourrai dire quelque chose. Je vais laisser maintenant parler les orateurs. Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors, on va passer aux gouvernements locaux. À Jean-Marie Tétart. Et il est ingénieur des ponts et chemins et il a eu différents postes dans le conseil d'Yvelines. Il a été le membre de l'Union des maires d'Yvelines. Jean-Marie, respecte le temps. S'il vous plaît, vous avez 4 minutes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous raconter de votre expérience? Un moment, s'il vous plaît. Il est sous silence. Vous êtes sous silence. Très bien. Bon? Vous êtes en sourdine, Jean-Marie. Oui, j'ai mis le minuteur, comme ça je ne dépasserai pas le temps. Je voudrais simplement faire l'expérience d'une petite collectivité. Je suis président d'une communauté de communes depuis 20 ans maintenant. Et depuis 20 ans, sur un territoire qui fait simplement 60 km sur 60 km, qui a 30 000 habitants, nous menons un projet de territoire, un projet de développement équilibré. C'était avant qu'on parle de développement durable,
un projet de développement équilibré qui essaierait de faire que notre territoire pourrait se développer en respectant l'environnement, en créant des emplois, en amenant des services, en donnant des logements. Donc, c'est ça la dynamique que nous avons eue, qui est renforcée aujourd'hui par les défis de la transition écologique, de la transition énergétique, et donc nous sommes en train de réactualiser. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, les planifications et les besoins de territorialisation vont de l'Europe jusqu'aux nations, en passant par les régions, les départements et les collectivités locales, les gouvernements locaux. Et que quelque part, les pouvoirs locaux de base, que sont les municipalités, petites ou grandes, sont obligés d'emboîter les différentes politiques de cohérence départementale, régionale, européenne, nationale, etc. Et donc, il faut à la fois, dans cette construction de projet, il faut d'abord traduire aux habitants de son territoire, il faut traduire ces logiques départementales, régionales, nationales, expliquer, parce qu'on ne peut pas imposer les choses sans les expliquer. La seconde chose, c'est que je crois que le développement territorial est indispensable à l'atteinte des objectifs de développement durable, mais en fait, il y a différents territoires pertinents pour le faire, et ce n'est pas le même type de concertation ou de consultation, de négociation que l'on a si on construit un projet à l'échelle d'une région, où on discute avec des organisations représentatives de citoyens qui ne sont quelquefois que des appareils technocratiques eux-mêmes, ou qu'on discute dans sa commune avec des habitants que je ne considère bien sûr comme des citoyens, mais que je considère avant tout comme on dirait en anglais les stakeholders, des partenaires de construction d'un projet. Parce que chaque citoyen est aussi le défenseur d'un intérêt catégoriel. Il est agriculteur, il est médecin, il est enseignant, et donc il porte des intérêts particuliers dans cette discussion. Et donc je voudrais dire que l'échelle du territoire sur lequel on construit un projet est très importante pour les modes opératoires pour conduire ce territoire. Et donc j'ai dû réactualiser ce projet. Et lors des dernières élections en France, j'ai proposé dans ma campagne électorale que l'on puisse mener ensemble avec la population, avec les représentants, que pendant 6 ans, nous essayons de répondre à 10 défis. Le défi de la transition énergétique, le défi de la biodiversité, le défi de la mobilité, etc. Mais ce ne sont pas des engagements que je prenais en tant que candidat comme maire, je ne prenais pas des engagements de résultats, mais j'ai promis une démarche en disant ensemble, nous allons essayer de relever ce défi. Et la crise du Covid nous a un peu perturbés, mais nous sommes en train de constituer les groupes de travail, les groupes de partenaires pour, dans chacun de ces défis, discuter. Si je prends le défi de la biodiversité, il faut que j'ai les agriculteurs, il faut que j'ai les jardiniers, il faut que j'ai les associations de protection des oiseaux ou des milieux aquatiques. J'ai donc, mais ce ne sont pas des associations nationales, ce sont mes habitants. Et donc, c'est une chose importante. La dernière chose que je dirais sur mon expérience, c'est qu'il n'y a pas de négociation d'un projet de territoire s'il n'y a pas une transparence des données. Il faut en fait qu'on ait des banques de données, des open data accessibles par tout le monde, parce qu'il n'y a pas de négociation si les deux parties d'une négociation n'ont pas les mêmes données de connaissances à partager. Voilà ce que je voulais dire dans mes 4 premières minutes. That's for sure a key subject. How to share the data in order to. C'est comme ça. C'est un sujet essentiel. Comment partager cette charge de dette. Et c'est pour cela qu'il est essentiel de voir comment. Je voudrais passer à l'oratrice suivante. Dans ce cas, c'est Lucy. Lucy Slack. Elle contrôle en ce moment différentes recherches en Fidji, Pakistan, Afrique du Sud, différents pays. Elle est responsable des LGFS et le travail que nous voyons réalisé à différents niveaux locaux, depuis des stations également urbaines. Lucie, quelle a été ton expérience dans ces sujets? Souviens-toi, 4 minutes, s'il te plaît.
Merci beaucoup, Marc. Et je remercie aussi l'invitation pour faire partie de cet événement. Notre organisation travaille avec plusieurs gouvernements et des gouvernements locaux des 54 pays de notre Commonwealth et différents pays et gouvernements aux Caraïbes, en Asie et dans le Pacifique. Alors, je voudrais présenter plusieurs leçons que nous avons pu expérimenter dans cette période de pandémie. Pour ouvrir, je voudrais dire que le développement local devient une des priorités et dans plusieurs pays, ou au moins dans quelques pays, nous pouvons reconnaître ces fonctions, ces tutoriels si nécessaires et dans plusieurs pays, les gouvernements locaux, nous trouvons des outils, des expériences de différents leaders que nous pouvons utiliser comme appui, comme soutien, comme par exemple l'utilisation des terres, l'attente vers la communauté. Nous pouvons dire aussi, dont on a déjà parlé, on se trouve dans une situation avec un besoin de renforcer le développement au niveau local, que vraiment atteint les économies et les communautés. To support livelihoods and to support local communities economically. And I think from a CLGF perspective, we would definitely argue that local economic development is definitely one kind of entry point into the SDGs, which our previous speakers referred to as that kind of overarching kind of framing kind of agenda to support local sort of economic, social and environmental development. And I think that, local economic development was also becoming more important, not just as a result of COVID, but also in reflection of the economic slowdown in many of the countries in which we're operating. I think we need to think a lot about capacity and putting the skills into local government to be able to deal with local economic development. As I mentioned, we've been working at all different levels. We've been doing a lot of work at the kind of local level to encourage local governments. Nous faisons un grand travail au niveau local pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les économies locales, trouver et comprendre la chaîne de valeur et utiliser toutes ces informations pour pouvoir améliorer l'attente aux communautés locales et engendrer ces stratégies autour du développement de l'économie locale. Il est très important d'engendrer des associations dans ce sens avec les chambres de commerce, avec les commerces locaux et reconnaître les différentes réalités des différentes villes. C'est pourquoi il est très important de trouver des formes pour atteindre les négociations avec les personnes concernées, avec les économies locales. Il est important donc de développer ce type de stratégie pour l'économie locale. Même si chacune de ces économies est de nature locale, elles attirent des niveaux globaux de l'économie. Il est important de travailler cela avec des centres d'occupation, la formation des employés et de travailler cela au niveau national comme international, orientant vers les niveaux les plus locaux. Le développement local, c'est un processus, ce n'est pas un seul projet. Il est important d'augmenter, d'accroître nos efforts autour de ces sujets et de voir comment engager toute la communauté dans ces efforts. Alors, les interventions visées que l'on peut avoir sur ces sujets, on parle d'associations, on parle de comment les gouvernements locaux ont différentes manières de pouvoir établir des marchés, développer ce soutien pour des travailleurs un peu plus informels.
et d'arriver aux différentes communautés dans les différentes localités. J'ai parlé un peu sur les différents partenaires que l'on pouvait trouver dans ce schéma, mais en prenant en compte, on peut voir comment cela a un impact sur les décisions gouvernementales en Afrique du Sud, en Zambie. Nous avons pu définir certains critères pouvant nous aider, comment ces mesures sont mises en place, les commerces conduits par des femmes, et pour engendrer différents contrats pour pouvoir les aider dans le développement économique. Beaucoup de ce qui s'est passé dans les villes, dans les capitales, pour pouvoir donner des soutiens dans chaque ville. Nous avons les connaissances de comment arriver à cette communauté. Et tout cela est transformé dans une forme, comment pouvoir utiliser ces stratégies pour encourager le développement économique. Alors, c'est comment on voit, comment on travaille avec les économies locales. Merci beaucoup, Lucie. Je crois que certains points importants ont été traités par toi, spécialement par rapport à l'informalité et comment aborder l'informalité. C'est quelque chose, c'est un défi très significatif que nous avons dans notre économie. Il faut le reconnaître, bien sûr, et surtout sur les capacités au niveau local. Ça, c'est très important. Merci encore une fois. Passons préfet de la province, président du consortium du gouvernement provincial de l'Équateur, président du Forum de la région, des villes, des cités, gouvernements locaux unis, une partie très importante de l'organisation de cet événement. Monsieur le Président, quand vous voudrez. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à la distance à Marc. Nous sommes très contents d'avoir la présence de la secrétaire de la CGLU, notre amie Émile, qui ne veut plus parler. Nous savons qu'elle va prendre son temps, le temps nécessaire. Bonjour à Antonia, à l'assistance, et également à notre technique opérative en Europe, Alicia. Sans doute, quand nous pensons à l'organisation de cet événement, de cette table ronde, je ne sais pas si elle est ronde ou carrée, rectangulaire, mais finalement, c'est une table qui nous réunit pour analyser des sujets qui sont très importants mondialement aujourd'hui. Aujourd'hui, sur la table, les expériences, les similarités, les différences entre nous dans chaque pays, mais les coïncidences, par contre, dans la volonté, l'envie de démontrer que la gouvernabilité multiniveau, depuis notre forum de région CGLU, nous sommes en permanence, que nous proposons en permanence que chaque fois elle soit plus effective, que les gouvernements nationaux comprennent que les politiques publiques appuyées sur les gouvernements, sur les provinces, sur les préfectures, sur les mairies, est la stratégie la plus adéquate, même pour rationaliser les investissements. Ces alliances que nous demandons toujours au niveau national, ces alliances sont celles qui, en temps de pandémie, on en a des bons résultats parce que nous sommes, et c'est ce que nous devons insister, nous connaissons la réalité. Cette vision, depuis les points les plus hauts du niveau national,
n'est pas toujours très précise ou reflète vraiment la réalité comme quand nous intervenons. Et quand je dis nous, je parle des régions. Quand les autorités régionales ou les locales, en général, agissons, les gens sentent beaucoup plus sûrs parce qu'ils savent qu'ils connaissent leur maire, leur préfet, leur gouverneur, connaissent la réalité. En plus, on est plus proche et l'articulation est meilleure. La pandémie, nous en avons déjà parlé, nous avons entendu nos orateurs précédents. La pandémie a mis en jeu aussi la capacité d'innovation que nous avons, les êtres humains. Et chacun de nous a exercé des mécanismes et chacun de nous a exercé des plans à la recherche du bien-être en priorisant la santé. Nous ne pouvons pas laisser l'infrastructure de côté. Aujourd'hui, et je comprends que chacun de vous, dans vos pays, vous vivez ce que nous vivons en Équateur. Les familles cherchent aujourd'hui la durabilité. Elles cherchent les parcs nationaux. Elles cherchent les complexes ouverts. Elles cherchent respirer de l'air sain ou au moins pollué. Et nous sommes articulés, nous nous injectons davantage dans cette perspective. Mais cela implique également que le niveau national doit regarder les régions. Parce que moi, pour arriver à la ruralité, même si ce n'est pas la réalité similaire à ce que vous vivez en Europe ou ailleurs, à celle que nous vivons en Amérique du Sud, la réalité en termes de vialité. Récemment, j'ai regardé le Giro d'Italie et nous avons une envie parce que nous voudrions avoir un réseau routier comme celui qu'ils ont pour se promener à vélo ou faire une compétence. Ici, nous avons encore, je vous donne un exemple, pour arriver à l'une des montagnes les plus hautes, Chingonas, nous avons des voies naturelles de terre. Ce sont des montagnes avec de la neige très belle qui reçoivent des visites dans le refuge. Ce sont les réalités qui font une différence entre nous et les pays que nous appelons pays développés et les pays que nous appelons émergents. Seulement en parlant des voies, ceci a généré que depuis nos espaces, nous utilisons nos budgets pour nous consacrer à la technologie. Commençons avec les gens de la technologie. Vous parliez de comment 65% ne sera pas possible sans l'appui des gouvernements locaux et la participation de ceux-ci qu'on appelle atterrir la politique nationale. Mais tu peux avoir l'idée, mais dans le territoire, ils ne vont pas sentir l'effet. Nous vivons la même chose à l'Équateur par rapport à la vaccination. Les vaccins, évidemment, organisés depuis le ministère, ont avancé une étape. Nous avons déjà vacciné 2 millions de personnes, de 14 millions. Le nouveau gouvernement nous a dit que dans 100 jours, on aura vacciné 9 millions de personnes, mais le nouveau gouvernement demande déjà de l'aide aux gouvernements locaux et régionaux. Ici, on va même utiliser les informations du Conseil des votations. Là où nous avons voté, nous irons recevoir les vaccins. Grâce à cette articulation que le niveau national comprend
que s'il n'exerce pas, s'il n'atterrit pas, s'il ne régionalise pas, il y aura des choses qui ne seront pas faites. Et le défi que nous avons et l'expérience que nous avons vécue à l'Équateur. Je vous embrasse à la distance. Monsieur le Président, merci. Certainement des alliances pour rationaliser les investissements, chercher des cohérences dans l'impact des politiques publiques, le majeur impact possible. Il est vrai que la pandémie, comme vous disiez, nous a démontré l'importance, dans une situation de stress, de crise, que les gouvernements régionaux, locaux, je crois que ça, c'est un exemple très clair et très récent. Certainement, l'infrastructure comme un élément clé, non seulement d'accès au territoire depuis la ville, mais aussi comme un moteur de développement local, de développement économique. Alors, je suis très d'accord avec ce que vous avez dit. Merci beaucoup, le Président, de votre aide. Nous voulons passer à l'orateur suivant. Je crois que nous avons des problèmes techniques. Notre orateur, Tahar El-Tanin. Monsieur, je ne sais pas s'il est avec nous, s'il peut activer son système de vidéoconférence. Bonjour. Non. Je crois que... Bonjour. Hola. Bonjour, monsieur. Hola, hola. Bonjour, monsieur. Bonjour, hola. 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 Vous m'entendez? Oui, but is it possible to Si. switch on the camera? Hola. 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 Well, I think we have some technical issues. I think we will try to. Nous avons des problèmes techniques. Nous allons essayer d'améliorer cette situation. Et pendant ce moment, je donne la parole à Émilie. C'est ton tour. Avant que notre dernier orateur parle, c'est ton tour. Je voulais qu'il y ait 4 interventions courtes. Je voudrais recevoir ton impression sur ce que nous avons parlé jusqu'à ce moment. Quelle est ton opinion? Vous m'entendez? Je n'étais pas sûre. Excellent. Je t'ai intéressé. Toutes les interventions m'ont intéressé. Je pense que beaucoup de présentateurs ont réussi à avoir ce défi de ce contexte de pandémie et que nous pouvons changer à futur nos mots sur cette crise. Comment utiliser ces informations sur les systèmes de production et de consommation et comment on travaille sur ces systèmes de territoire, de développement des territoires locaux. Le travail que nous avons fait depuis le Forum des régions a été très important pour pouvoir développer une notion qui ne soit pas compétitive, mais qui soit gérée par la cohésion des territoires. Et cela a très bien fonctionné par rapport à ce que Marc, tu as dit. Dès que nous ne visons pas simplement les villes qui ont été très affectées par la pandémie, mais aussi on a réussi à que ces villes reflètent ce qui s'est passé et pouvoir voir les différentes connexions entre villes, zones rurales et ce que nous pouvons faire depuis notre gouvernance, comment appliquer la gouvernance aux différents territoires. Il est nécessaire aussi de pouvoir voir comment appliquer cet entendement des économies locales. Et je voudrais emphasiser
comment pouvoir avoir un plus grand impact sur la chaîne alimentaire dans le système de provision d'aliments dans différents territoires. Ça, c'est une partie très importante, à mon avis, des innovations que nous pouvons mettre en place vers une récupération plus durable. Alors, par rapport à ce que tout le monde a dit, dans les différentes pratiques qu'ils ont pu appliquer dans les différentes régions, c'est quelque chose c'est comme une organisation, une institution, et c'est sur ce que nous travaillons aussi, pouvoir avoir cette conversation avec les participants les plus importants qui ont un rôle très important pour le développement. Ce sont les trois questions qui nous occupent et je pense que la visée territoriale a un rôle très important. Je pense que tous les apports ont été très intéressants. Je vous remercie beaucoup, Marc, pour cette occasion et pour toutes les expériences qui ont été partagées. Merci beaucoup, Emilia, pour ta présentation. Je pense que oui, que l'accès à l'alimentation est primordial, bien sûr, surtout dans ces changements climatiques, dans cette crise à laquelle on fait face, c'est primordial. Et le secteur privé, bien sûr, aussi. On n'a pas trop parlé du secteur privé lorsqu'on a parlé d'alliances et d'associations. C'est très important, le secteur privé. Il doit jouer un rôle très important dans le développement local économique, bien sûr. Nous allons essayer de passer à cette deuxième section qui va être très courte. C'est la dernière. On va essayer de maintenir le temps. Je voudrais demander sur le défi principal que l'on a vers le futur, vers l'avenir. Nous pouvons commencer. Probablement, on va commencer avec M. Jurado. On va commencer avec lui. Il est le président du consortium des gouvernements d'Équateur. Monsieur le Président, il n'était pas prévu que mon intervention soit la première, mais bon. J'ai mangé mon petit déjeuner très rapidement, il y a très peu de temps, pour venir. Vous avez déjà déjeuné. Tout d'abord, je vais mettre en évidence la vision très claire d'Émilie. C'est ce que nous, ma chère Émilie, c'est ce que où nous sommes centrés. Renforcer les actions comme en tant que Forum des régions, comme nous avons parlé il y a quelques jours, par la défense de la légalité de notre forum. Parce qu'en principe, on a pu mal comprendre que nous sommes des intrus au sein de la CGLU et nous ne sommes pas peints dans la CGLU, comme on dit. Nous avons évidemment notre réglementation, nous avons un statut également et nous agissons avec toute la légitimité. Ce qu'Emilia disait tout à l'heure, nous n'allons pas nous lasser de manifester. Ce n'est pas une compétence entre niveaux. Nous nous complémentons plutôt. C'est vrai que dans chaque pays, il y a une réglementation, une législation différente. Dans le cas de l'Équateur, je vais vous raconter l'expérience de l'Équateur. Dans le cas de l'Équateur, notre Constitution dit que l'Équateur est un territoire qui s'administre de manière participativement. Et quand nous parlons de participation,
Dans notre pays, il y a des modèles pour construire les préposés sur la base des assemblées, des préfectures, des mairies. Tu peux les nommer. Dans le cas de la mienne, c'est Imbabura. Je vous invite, nous sommes près de Quito. Je suis à Quito. Oh, vous m'avez fait quitter ma ville à 5 heures du matin. Et à 7 heures du matin, j'étais déjà là. J'habite à 2 heures d'ici. Nous avons le Parlement provincial de participation citoyenne. Il incorpore des participants de la vie civile. Il y a des artisans, de petits industriels, des agriculteurs. Il y a des personnes occupées par l'arrosage, les voies, qui sont nos compétences ici. Et comme nous avons la CGLU, là, nous avons identifié le forum d'arrosage et production, le forum de vialité, le forum de gestion environnementale créé à partir d'une ordonnance et il nous accompagne pour faire des suivis de ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Ici, de manière articulée avec notre secrétariat général, nous faisons des pas précis à la recherche de cet objectif pour lequel le forum a été créé, le forum des régions. En honneur du temps également, je crois que j'ai déjà dépassé les 4 minutes. Je voudrais partager cette expérience et cette pratique que nous réalisons ici dans notre pays. Il y a d'autres modèles dans d'autres pays. Je mets toujours en évidence que le niveau national, c'est le plus jaloux. Politiquement, ils ont peur, comme je vous disais. Tout d'un coup, on voit Johnny comme le candidat à la présidence de la République parce qu'il est maire d'une ville capitale d'un pays. Et c'est pour cela que le pays, le président le connaît et a peur de lui donner son appui, à ce niveau de gouvernement en pensant aux élections prochaines. Ça, c'est l'effet. Cet effet des politiques doit commencer à disparaître lentement. Et nous exerçons une pression depuis nos endroits pour qu'ils nous voient comme des alliés et pas comme des ennemis. Sans doute. Et comment le faire? Comment nous présenter comme des alliés stratégiques? Comment saisir surmonter cette potentielle menace que le président Jurado, dont il nous en parlait. Je m'excuse par le changement de plan. Je ne voulais pas vous laisser le dernier. Merci, le président. Nous allons avancer maintenant avec Lucie. Dans ton opinion, Lucie, quels sont les principaux défis pour l'avenir? J'aimerais faire 3 aspects. Je voulais souligner 3 aspects. Le premier, ce serait de parler de la gouvernance décentralisée, penser au développement local comme une manière dans laquelle développer des économies de façon plus genuine avec les communautés et de penser au-delà de la crise, que nous voyons le développement économique et comment travailler sur cela d'une manière plus positive en parlant de décentralisation des niveaux locaux et nationaux. Et cela doit être compris dans la programmation, dans la planification des ressources qu'on va mettre en place. Aussi parler des aspects que l'on va travailler sur ces aspects économiques et en parlant du cadre légal au niveau national que l'on va travailler à partir de maintenant. Il est important de parler du secteur privé. C'est un associé un partenaire très important. Le secteur privé doit être compris dans la planification du développement local. Il doit être un allié.
Il faut penser aussi que le secteur privé est aussi une source de nouveaux revenus qui contribuent au plan de développement local. Et je pense qu'un secteur important qui a ce besoin, c'est l'exploitation des ressources externes qui se fait à travers différents financements depuis des secteurs privés. Je pense que c'est un secteur très important et prioritaire à être traité. Je voudrais enfin parler des stratégies et des compétences. Une partie de tout cet exercice doit être de comprendre comment fonctionnent les économies locales, la chaîne des valeurs, et c'est ainsi qu'il faut comprendre la provision d'aliments, la sécurité alimentaire, donc un rôle à accomplir par les associations de gouvernements locaux et de comment gérer les compétences entre gouvernements locaux. Par exemple, ici en Nouvelle-Zélande, gérer cela de manière que les gouvernements locaux ne concurrencent pas entre eux, mais qu'ils aboutissent à une amélioration du secteur. Mettre en place des protocoles pour travailler dans ce sens. Et dans ce sens, pour que ces développements contribuent à l'amélioration postérieure à la pandémie, il ne s'agit pas de travailler au niveau de la ville ou de la cité ou de la localité, mais de travailler au niveau des régions. Alors, ce sont mes 3 points les plus importants pour maintenir le temps. Merci beaucoup pour être brève. Vous parliez de symbiose, interdépendance, de ne pas concurrencer, mais de coopérer. Je pense que dans ce sens, il est très important d'avoir cette dimension territoriale, d'efficacité territoriale, d'avoir les potentialités de chacun pour faire une bonne coopération vers les objectifs. Je crois que dans ce sens, quand on parle des perspectives de dimension territoriale, on fait appel à ce type de considération. Alors, merci beaucoup, Lucie. Maintenant, on va passer à notre orateur, Jean-Marie. Quelles sont vos réponses à partir de ce qu'on est en train de débattre? OK, I'm muting. C'est bon? Good. Oui. Perfect. Je pense que je réinsiste sur la notion de territoire. Il n'y aura pas de développement sans développement territorial. Mais il y a différents niveaux de territoire et ce n'est pas la même chose. Quand on parle de l'eau, des transports, de la biodiversité, ce ne sont pas les mêmes territoires, les mêmes échelles de territoire qui sont concernées. Le second point, c'est qu'il doit y avoir cohérence et quelque part alliance entre les niveaux régional, départemental et le niveau local des municipalités. Et le projet de territoire d'une municipalité doit inclure un pacte de gouvernance dans lequel les régions et les départements sont représentés. Ce projet de territoire doit s'appuyer sur une mise à disposition de données objectives sur le territoire. Il faut qu'il y ait des open data sur l'ensemble des éléments, sur les productions agricoles, sur les entreprises, sur l'activité économique, parce qu'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de partage, de négociation de projets de territoire sans que tous les partenaires aient les mêmes données. Je crois aussi qu'il faut former les interlocuteurs et les stakeholders, il faut les former à la négociation d'un projet de territoire. Et enfin, je crois qu'il faut un pacte de gouvernance locale. Et moi, je voudrais, dans mon pays, que les collectivités soient en quelque sorte obligées de lancer un projet de territoire, que le projet de territoire
ce soit presque une compétence obligatoire des collectivités territoriales, de los gobiernos locales tienen efectivamente que desarrollar un plan de desarrollo local. Et ça devrait être une obligation parce que c'est la base de tout le travail. Et il n'y aura pas d'atteinte des objectifs du développement durable sans que ça se fasse au niveau des territoires. Les grands principes peuvent se décliner au niveau global, mais la réussite ne se fera qu'au niveau des territoires, et je pense sur la base que je viens d'indiquer. Je vous remercie. Merci beaucoup. I don't know if we are having some troubles with the translation. I don't know if you had some issues. In any case, I would think we will try to solve it. Thank you, Jean-Marie. It's the second time I hear you talk about scale, which is for me very interesting. C'est très intéressant. Because mainly because I'm an architect, and the concept of scale for me it's very important. But of course, when we are addressing policies, the matter of scale is very important. Thank you for bringing this out. And finally, we could hear the vice. Nous avons pu écouter les vice-gouverneurs. Veuillez, s'il vous plaît, être bref. Merci beaucoup. J'ai entendu plusieurs opinions importantes de différentes institutions, depuis la gouvernance, depuis même des aliments. Je pense, parce que je parle au niveau du gouvernement, c'est comme un sandwich entre le gouvernement central et local. Ce rôle de facilitateur est très important. La question est, quel est le défi futur? Mais qu'est-ce qui se passe maintenant avec la pandémie de la COVID? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réactiver l'économie, pour relancer l'économie? Les gouvernements locaux n'ont pas un grand espace pour demander de l'argent ou des ressources physiques pour diminuer les frais, les dépenses. La visée est importante. Il y a une synergie entre différentes mairies et il est important de nous aider entre tous. Depuis la mairie A, B, C, que tout le monde travaille ensemble pour pouvoir se soutenir entre nous, parce qu'il y a des défis logistiques et donc ce rôle de facilitateur est très important, que les gouvernements territoriaux prennent cela en compte et aussi observer les problèmes comme les liens ruraux. Comment faire que les personnes reviennent dans les villes ou bien créer des opportunités dans les régions rurales, améliorer la numérisation dans l'économie. Pour une personne, ce n'est plus important de réussir. Ça, c'est un grand défi, un défi critique dans l'avenir. Quant au paradigme de la planification urbaine, d'aménagement urbain, où mettre des services, l'infrastructure, l'économie post-COVID, c'est une économie ou une communauté qui observe un grand pas. Si on voit la prophétie de la numérisation, la COVID a simplement accéléré cela. Il y a eu des emplois qui ont été fermés pour toujours, d'autres qui ont été diminués. Il faut distinguer de ce qui a été fermé de manière temporaire et d'autres qui ont été fermés pour une certaine période. C'est ce qu'il faut débattre en dehors des régions dans cette même plateforme. Merci beaucoup. Merci pour ces commentaires. J'aime beaucoup ce concept de sandwich. Dans les gouvernements régionaux, on construit de la même manière. On est au milieu des couches assez grandes. Il y a l'État, les villes. C'est comme un grand pouvoir. On comprend très bien, mais c'est bien d'être au milieu.
c'est pas mal. On peut parler des deux côtés. On peut renforcer ces alliances et quant à la numérisation, je pense que c'est aussi un grand problème. C'est excellent d'avoir parlé de cela. La COVID a accéléré la numérisation et d'une certaine manière va transformer l'économie, bien sûr. Et comme les villes et les territoires réagissent dans ce paradigme, ce sera très important. Merci beaucoup pour tes commentaires si intelligents. J'aimerais finir avec une phrase pour tout le monde, pour vous tous, pour tous les orateurs. Et là, je comprends aussi Emilia. Alors, tu as un travail à faire, Emilia. Comment le développement économique dans ce territoire, comment développer, comment vous allez faire avec le développement territorial dans vos territoires? Est-ce que vous pouvez nous donner une réponse avec des mots simples? Il est possible de le faire. Qui parmi d'entre vous veut commencer? Personne? Alors, je vais commencer par le président, M. Jurado. En une phrase. Nous parlons de cette articulation multiniveau, nous parlons de la territorialisation. Je voudrais seulement dire qu'ensemble, tous les niveaux du gouvernement, nous devons nous articuler et nous devons générer du développement dans chaque domaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Lucie, c'est à toi. Je dirais seulement, et je continuerai avec ce que nous parlions du développement local. Merci beaucoup. Court. Merci, Jean-Marie. Oui, écoutez, j'ai mis les défis des objectifs de développement durable dans mes engagements de campagne électorale. J'ai encore 5 ans de mandat en tant que président de mon territoire et donc je n'ai pas d'autre solution que de tout faire pour les mettre en œuvre et d'y répondre. Merci beaucoup. Mr. Dardak, Emile. Hi, can you hear us? Vous nous écoutez? Ça va? Vous écoutez les vice-gouverneurs? Je pense que j'ai beaucoup aimé la vidéo qui dit que la concurrence et la cohésion des territoires locaux va être impossible à arrêter. Et j'aimerais que l'on parle de cela. On a tellement passé cette vidéo, mais je pense qu'il est important que nous soyons en cohésion, que nous soyons connectés. C'est l'idée. C'est pourquoi nous avons passé la vidéo à plusieurs reprises. Merci beaucoup. J'aimerais demander aussi au reste de nos orateurs qui n'ont pas pu être parmi nous en raison de problèmes techniques. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez nous entendre? Est-ce que vous pouvez parler de comment améliorer le développement économique local? Est-ce que vous pouvez nous entendre? Vous entendez bien? Vous êtes là? Tahar, Monsieur Tahar, tu es parmi nous? Je ne sais pas s'il est là. Il a peut-être des problèmes techniques. Est-ce que tu nous entends? Bonjour. Bien sûr, je vous entends, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui. We can hear you. Très bien.
Allô, bonjour. Allez-y, messieurs, c'est à vous la parole. Alors, bon, voilà. Merci de participer, de nous donner cette chance de participer avec vous dans ce merveilleux panel à lequel j'ai entendu que vous avez échangé pas mal d'informations. Nous sommes la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima. Je parlerai de ce que vous êtes, là où vous êtes arrêté, de cette approche territoriale, à laquelle on aimerait bien dire que le développement territorial il est aussi très important aussi au Maroc. C'est qu'à travers que notre région a eu beaucoup travaillé dans la gestion de la chose locale à travers les contrats programmes, que c'est une sorte de déclinaison territoriale des plans d'action sectoriels et des transferts de compétences avec des ressources propres. Moi, j'aimerais bien parler d'un développement durable et à long terme qui se traduit dans des projets inscrits dans notre charte, dans notre schéma régional de développement, qui constitue un issue d'élaboration de la stratégie de développement régional. Il incarne une vision prospective et à long terme. Il se traduit dans des choix stratégiques et territoriaux et il s'articule avec les orientations nationales. Et il fixe le cap pour la réalisation des infrastructures et des équipements et structurants pour notre région. Je saisis cette occasion pour vous dire que notre participation face à la crise de Covid, le Conseil régional a participé à cet élan de solidarité nationale qui a connu le Maroc face à l'épidémie du coronavirus. Et à cet effet, il a fait part de sa contribution pour soutenir les populations en situation précaire et d'apporter le soutien aux populations les plus touchées économiquement par le confinement, ainsi que pour le renforcement des mesures sanitaires. Je finirai par vous dire que, malheureusement, que je n'ai pas pu prendre beaucoup de temps pour vous parler de notre expérience. Nous sommes très inspirés par les objectifs de développement durable. On les a inscrits dans toutes nos stratégies et nos plans de développement. Ce sont des objectifs ils sont tellement présents dans nos conventions, dans nos actions de coopération internationale, et on tient beaucoup à les respecter et à atteindre ces objectifs comme il a été inscrit dans nos plans. Et merci de votre écoute. Merci. Vous m'entendez? Thank you very much, Mr. Al-Hanin. I'm really sorry that we couldn't have this. We had this technical issues. Je regrette que nous n'avons pas pu résoudre ces problèmes techniques. J'espère que nous saurons beaucoup plus pour cette stratégie renouvelable dont vous nous parliez. Je vais passer à Emilia. Nous essayons de trouver cette phrase clé pour savoir comment améliorer le développement économique. Je te donne la parole. Merci beaucoup, Marc. Je n'ai pas la connaissance qu'ont tous les orateurs par rapport à ce qui est promouvoir le développement économique local dans les territoires. Ce sont eux qui sont les acteurs. Mais de mon côté, à partir de moi, à partir d'où est Lucie, depuis cette perspective plus mondiale, globale, le défi pour moi est pour que les territoires puissent jouer un rôle important dans ce développement économique et social. Je pense qu'il faut trouver de rendre amoureux les citoyens des territoires. Et pour que cela se fasse, les citoyens ne sont plus identifiés avec cela. Parfois, dans certains cas, la plupart des citoyens n'est pas identifié au territoire. C'est une définition subjective. Et pour rendre amoureux les personnes, pour qu'ils tombent amoureux des territoires entendus comme NEX, il faut
Il faut se centrer sur la production, sur la consommation proche, avec un lien global. Être local ne veut pas dire ne pas avoir une vision globale et ne pas vouloir se bénéficier. Si on ne fait pas cela, on va tomber dans un échec. Ça va être un développement basé sur la numérisation avec une construction artificielle semblable au marché financier qui est tombé en 2008, a fait faillite. Pour ce développement municipaliste large, il est très important d'avancer, d'être devant, de mettre des racines pour la proximité, d'empathie, pour que les communautés soient identifiées avec ce qu'ils produisent, avec ce qu'ils consomment et sur ce qui crée de la vie. J'arrêterai là. Je viens de finir avec une réunion des syndicats et donc j'ai toutes ces idées en tête et que je vous passe. Je voudrais vous communiquer. Alors, c'est là mon idée. Merci beaucoup pour la patience, Marc. Un plaisir. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. D'un autre côté, non, mais les territoires ont besoin de se projeter et de communiquer. Et pour que il faut comprendre la fonction du territoire, la mission du territoire et la valeur, bien sûr. Et projeter cela, il est indispensable. Il est vrai que c'est un défi que l'on a face à nous. Et comment exprimer cela? Les territoires ne sont plus à un niveau dans cette organisation d'un État, mais ce sont des acteurs de premier ordre qui peuvent avoir un rôle indispensable, primordial dans le développement économique, dans le développement social et qui ont ce rôle central dont on parlait tout à l'heure, ce rôle d'intermédiaire entre la cohérence et les grands plans et l'action underground entre les territoires dans la ville, dans le quartier, dans la rue. Donc, cette partie, pour moi, est très importante. C'est bien ça, on travaille dans ce sens et entre tous, et avec la présidence du Congo et avec l'aide d'Antonia et de votre équipe, nous allons les projeter. Il y a un autre aspect qui est de la numérisation. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments que l'on peut parler de marketing, mais je pense que la numérisation est un aspect très important. Il y a une carrière pour numériser. Si les régions ne sont pas capables d'être à la hauteur, vont être oubliés parce qu'une grande partie de l'économie, non pas seulement de l'économie, de l'accès aux opportunités, aux services, même au travail, vont être produits, vont être basés sur la numérisation. Les 5G, ce sont des éléments indispensables pour le développement économique et tout le monde devrait être pris en compte. Je pense que les territoires ont le risque d'être oubliés s'ils n'ont pas cet objectif, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup, Emilia. Merci beaucoup à tout le monde. Ça a été une session très intéressante et permettez-moi de vous rappeler que l'on travaille depuis ces forums de région dans ces 3 différents groupes de régions pour essayer d'améliorer les perspectives régionales et les gouvernements locaux. J'aimerais aussi que l'on continue à chercher des informations sur ce sujet, que vous la partagiez comme on l'a vu dans la vidéo au début de la session. Nous voudrions continuer à être connectés avec vous parce que
Tous ensemble, on est impossible à nous arrêter. On se voit dans la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.